Donc, c'est parti pour la partie 2 sur les réseaux récurrents. Donc, le plan pour la suite, on va premièrement faire un petit retour sur la première partie, histoire d'avoir bien les idées au clair sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, je vais vous parler de réseaux récurrents un peu plus profonds, vite fait. Ensuite, on va voir en détail le mécanisme d'attention, qui est très utilisé dans les réseaux, avec les réseaux récurrents. Puis enfin, quelques petites librairies et références. Ça ira peut-être un petit peu plus vite que la première partie, on va voir. Donc, retour sur la première partie, vite fait, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, les réseaux récurrents, c'est des réseaux qui appliquent la même fonction à chaque pas de temps, et puis ils ont les paramètres. Ah oui, mon pointeur, je peux montrer les choses. Ils ont les paramètres partagés dans le temps, puis ça nous permet de traiter des séquences de tailles différentes. On entraîne ce genre de réseau récurrent en faisant la rétropropagation à travers le temps, c'est-à-dire qu'on doit remonter dans le temps pour propager l'erreur partout, à tous nos paramètres, à tous les temps. J'ai peur. Mon pointeur n'a plus de batterie. Le principal problème de cette rétropropagation à travers le temps, c'est qu'on doit faire toutes ces multiplications les unes après les autres, et que c'est difficile. Et qu'on doit être capable de le faire si on veut pouvoir apprendre des dépendances à long terme. Et que le problème qu'il y a, c'est que ces choses-là peuvent devenir instables si toutes les dérivées partielles sont plus grandes que 1 en pratique. On peut avoir des gradients qui explosent. Et pour ça, on a une solution simple, c'est de faire du clipping de gradients. Et au contraire, si toutes ces dérivées partielles sont petites, on peut avoir du vanishing de la dissipation de gradient, Et ça, il n'y a pas de solution simple. C'est pour ça qu'il faut utiliser des architectures comme la LSTM ici. Donc encore une fois, on a un système de gates qui vont nous permettre de contrôler quelle est l'information qu'on veut retenir, qu'on va mettre dans une cellule mémoire. Et puis c'est ça qui va nous permettre de propager les gradients loin dans le temps. Et finalement, on a vu qu'avec des systèmes comme ça, et surtout avec la LSTM, parce que c'est elle qui est capable de retenir des informations loin dans le temps, on est capable de faire des réseaux récurrents qui génèrent des choses eux-mêmes en prenant la sortie qu'ils ont générée pour la mettre comme à l'entrée d'après. Et ça, on va réutiliser un petit peu plus tard. Donc voilà pour un petit retour sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, si on regarde dans le fond, on fait du deep learning ici, donc on s'intéresse à empiler le plus de couches possible pour apprendre des représentations intéressantes de nos données. Mais si on regarde ici, qu'est-ce qui se passe si vous avez votre séquence d'entrée ici, et qu'on regarde ce qui se passe avec HT, au final, il n'y a pas beaucoup de profondeur dans notre réseau. C'est-à-dire qu'on a juste une couche de paramètres, éventuellement 2, sur le chemin entre XT et HT. Donc d'un point de vue pouvoir de représentation, donc la capacité de notre LSTM à extraire des features compliquées, par exemple de X vers H, c'est plutôt restreint comme modèle. C'est un modèle qui est très bon pour retenir l'information dans le temps, mais ce n'est pas un modèle qui est bon pour extraire des choses compliquées de notre séquence d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? C'est très simple. On va en empiler plein les unes sur les autres. Donc ici, vous avez une première séquence d'entrée avec un premier réseau récurrent, ici le RNN1. Et un réseau récurrent, qu'est-ce que ça fait? Ça génère une séquence de sortie Y à partir d'une séquence d'entrée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire avec notre séquence d'entrée? On va une séquence de sortie. Et on va simplement l'utiliser comme séquence d'entrée à un réseau récurrent d'après, et ainsi de suite. On peut faire des couches comme ça de réseaux récurrents. Puis chacun de ces réseaux récurrents, ça peut être ce que vous voulez. Donc ça peut être un réseau récurrent simple, c'est peut-être pas la meilleure idée comme on l'a vu, mais ça peut être une LSTM, ça peut être une GRU, etc. Puis en pratique, on peut faire des piles de plusieurs couches, donc 3, 5 couches, mettons, c'est des choses qu'on peut voir en pratique. Une autre chose intéressante qu'on peut regarder aussi, c'est que si on regarde par exemple Y1 ici, dans le fond, il contient de l'information de ce qui s'est passé dans la séquence d'entrée au temps 1 et au temps 0, okay, mais il n'a aucune information de ce qui s'est passé dans le futur ici. Et pareil pour Z1, lui, il a seulement vu
ce qui s'est passé avant lui. Et Z0, c'est encore pire, il a seulement vu ce qui s'est passé au temps 0. Donc ça pourrait être intéressant dans certains cas d'avoir également de l'information qui vient de qu'est-ce qui se passe après dans la séquence. Et puis un moyen simple de faire ça, c'est les réseaux récurrents bidirectionnels. Donc là, l'idée c'est d'avoir, accrochez-vous, un premier réseau récurrent ici qui lit la séquence dans un sens, donc comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à côté de ça un deuxième réseau récurrent ici qui lit la séquence à l'envers, donc de la fin de la séquence jusqu'au début. Et puis après, donc, ça veut dire que ce réseau récurrent-là génère une séquence, ce réseau récurrent-là génère une autre séquence. Puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'à chaque pas de temps, on va soit sommer, soit concaténer. En général, on somme la sortie de chacun de ces deux réseaux récurrents pour en faire une séquence de sortie. Donc la chose très, très importante ici, c'est que le réseau récurrent qui lit la séquence dans un sens, c'est pas le même que celui qui lit la séquence dans l'autre sens. Ça, c'est important parce que probablement que les dépendances que vous allez apprendre depuis le passé vers le futur, c'est pas les mêmes forcément que vous allez apprendre du futur vers le passé. Donc ça vous permet de modéliser des choses un peu plus compliquées dans vos données. Puis à ce moment-là, la Y1 par exemple, il y a de l'information de ce qui s'est passé dans X0 et X1 à cause du réseau récurrent qui lie la séquence dans le bon sens. Mais il y a aussi de l'information de tout ce qui s'est passé après parce que il y a l'autre réseau récurrent qui lit dans l'autre sens. Ça vous permet d'avoir des modèles plus expressifs dans certains cas. Oui. Pour quel genre d'application on pourrait utiliser ce genre de choses? Imaginez un système de reconnaissance de la parole, par exemple. Donc ici, vous avez de l'audio en entrée. Et puis, vous devez extraire des features intéressantes. Probablement que si vous voulez prédire le son, mettons que ici vous avez le son A qui est quelque part, probablement que c'est très intéressant de savoir quel est le son qui a été généré jusqu'à maintenant, mais c'est aussi intéressant de savoir quel est le son qui a été généré juste après. Il y a des problèmes de, par exemple, la coarticulation, donc le fait que dépendamment des lettres, des sons que vous allez dire après, vous allez prononcer votre A de manière différente. Donc ça, c'est un exemple qui permettrait de faire ça. Pour de la traduction, par exemple, on se rend compte que ça marche bien aussi. Donc voilà. Oui, une autre question? Oui. Oui. Ok, ouais, effectivement, c'est peut-être pas clair du schéma. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes vertes ici? Ça peut être une LSTM, par exemple. Ça peut être, vous avez une LSTM ici, avec sa cellule mémoire, etc. Puis on utilise la sortie H pour aller à l'extérieur. Ça peut être une GRU, ça peut être un réseau récurrent simple, ça peut être n'importe quoi. C'est un réseau qui prend en entrée la séquence, puis le temps précédent. Donc après, vous pouvez... Ça, non, c'est vraiment la couche, le H là, c'est vraiment le schéma de la LSTM que vous aviez avant, dans chacune des boîtes comme ça, à chaque temps. Comment est-ce qu'ils sont combinés pour avoir le Y? Alors il y a deux possibilités, soit vous sommez simplement les deux, soit on les concatène les deux. Donc ça veut dire que la Y, ça va être la concaténation de H0 et de H0'. Ça dépend un peu de l'application. Les deux sont possibles. Ok, donc évidemment, on peut s'amuser à faire les deux. Donc on peut faire des piles de réseaux récurrents bidirectionnels. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple, pas très connu, mais enfin qui peut illustrer ça. Donc imaginons qu'on veut détecter des événements qui se passent dans des enregistrements audio. Donc on aimerait savoir deux choses. On aimerait savoir quand est-ce que ces événements ils commencent et quand est-ce qu'ils terminent. On aimerait savoir quel type d'événement c'est. Donc c'est une voiture qui passe, c'est un oiseau qui chante, etc. Et puis pour rajouter de la difficulté, on peut aussi partir du principe qu'il y a de la polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements qui peuvent avoir lieu en même temps. Donc à quoi ça ressemblerait des données pour ce problème-là? On a un enregistrement audio ici. On a des cibles pour chaque classe au cours du temps. Donc mettons qu'on a
pour chaque seconde, on a une cible, savoir si, donc par exemple de la seconde 1 à la seconde 3, ici on a des bruits de pas, de la seconde 5 à la seconde 7, on a des bruits de pas, ici on a des gens qui parlent, on a de la musique en fond, etc. Donc les données qu'on a, ce serait une centaine d'enregistrements, on a des différentes classes d'événements qui peuvent arriver, qu'on voudrait détecter. Et puis il y a une certaine polyphonie, 2.5 ici en moyenne en l'occurrence. Donc, comment est-ce qu'on attaquerait un problème dans ce genre-là? Ce qu'on ferait, alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'en général, quand on traite de l'audio, c'est vrai aussi pour de la reconnaissance de la parole, en général, on va plutôt utiliser une représentation en spectrogramme, c'est un petit détail là, mais l'idée, c'est qu'on prend des petites frames ici, et on va calculer une transformée de Fourier, ça va nous donner les coefficients fréquentiels ici, après on prend une petite frame à côté, on calcule les coefficients fréquentiels avec des transformées de Fourier, ça nous permet d'avoir une représentation qui est probablement plus intéressante pour travailler avec un réseau de neurones. Là, on peut voir qu'il y a des choses qui se passent un petit peu à différents endroits ici. Et ça, c'est moins facile à repérer dans cette représentation-là. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On empile 4 LSTM bidirectionnels les unes sur les autres. Là, on fait un gros système comme ça, puisqu'on aime faire du deep learning et avoir des choses profondes un peu. Et puis là, encore une fois, ça, c'est les cibles qu'on a pour chacune des classes. Ici, je vous ai montré un exemple de à quoi pourrait ressembler le code pour le modèle. Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Avec quelques lignes comme ça, on est capable d'avoir 4 LSTM bidirectionnels empilés avec les gradients qui se propagent, etc. Donc, comment ça marche? On va d'abord faire un petit modèle séquentiel. Ça, c'est forward 1. Donc, c'est la LSTM qui lit la séquence dans le temps de la première couche. Donc, on va simplement ajouter dans ce modèle-là une LSTM de taille 100, mais qui peut être n'importe quoi, et qui va retourner toute la séquence. Cette fois, on va mettre ça à vrai, parce qu'on aimerait que notre LSTM retourne toute la séquence temporelle. On fait pareil pour le réseau backward. Donc, simplement, c'est aussi un petit modèle qui a une LSTM de taille 100, qui va aussi retourner toute la séquence. Et puis là, le truc intéressant, c'est qu'on peut aussi lui donner un paramètre go backwards égale à vrai. Donc ça veut dire que le fait de pouvoir lire une séquence en fait à l'envers, c'est aussi quelque chose qui est très bien implémenté dans les librairies de deep learning. Donc c'est vraiment très facile à faire. Pour la deuxième couche, on fait exactement la même chose. On peut faire ça pour autant de couches qu'on veut. Ici, j'en ai juste mis 2 pour vous montrer. Puis ensuite, comment ça se passe? On va générer notre modèle qui va simplement être une opération merge de la LSTM forward et de la LSTM backward en sommant les deux représentations à chaque temps. Donc on fait ça une fois, on peut faire ça pour la deuxième couche. Et puis tout à la fin, on peut ajouter une couche dense avec nos classes, nos 10 classes. Et puis là, on va les passer à une fonction sigmoïde parce qu'on s'intéresse à la probabilité que chacun des événements soit présent ou non. Puis après, on a juste à compiler tout ça avec une cross-entropie binaire et on peut entraîner notre système. Donc c'est vraiment un modèle qui a l'air compliqué comme ça. En fait, ça se fait en quelques lignes de code de façon assez simple, en l'occurrence avec Keras. Là. Encore une fois, je ne vous garantis pas que ça compile parce que je n'utilise pas Keras, mais enfin, c'est relativement simple à montrer. Donc là, vous avez juste une idée des résultats pour montrer un peu à quoi s'attendre. Donc si on essaie simplement de faire résoudre le problème frame by frame avec un gros réseau de neurones de 1,6 million de paramètres, on arrive à un score donné de 63% de F1. Dans le fond, les valeurs ici ne sont pas importantes. Ce que je veux vous montrer ici, c'est les performances relatives des différents réseaux. Si on prend des LSTM, 4 couches de LSTM simples, c'est à peu près la moitié des paramètres du réseau de neurones que vous aviez ici. Et puis, on a des meilleures performances. Et ce qu'on peut faire encore, c'est séparer ces LSTM en 2 LSTM bidirectionnels pour le même nombre de paramètres. Puis là, on voit que les performances augmentent encore. Donc on voit bien que intégrer de l'information du futur, ça peut être plus intéressant que ça peut être une chose intéressante à faire en utilisant les LSTM bidirectionnels. Et puis que pour des données comme ça, les LSTM semblent être une bonne solution. Je dois pouvoir avoir une petite vidéo juste pour montrer.
Non, ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas combien de temps ça leur a pris. J'espère juste, c'est pas. En Theano natif, le code serait beaucoup plus gros que Keras. Oui, c'est vrai. En général, on utilise des librairies aussi au-dessus de Theano. Donc, quelque chose comme Blocks, par exemple, qui est les STM aussi. C'est assez rare de travailler directement en pur Theano. Justement, parce qu'il y a toutes ces choses-là à implémenter, ces classes, etc. Ça prend beaucoup de temps à coder. Et c'est pour ça qu'on utilise plutôt des librairies pour faire ça. Donc ici, voilà, vous avez un petit exemple. Ce que vous voyez ici, c'est le spectrogramme, l'audio en entrée. Ici, ils ont aussi enregistré la vidéo pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et ici, vous avez les différentes classes. Donc voilà, c'est juste un petit système pour... Est-ce que vous entendez quelque chose? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de son. Bon, on n'entend rien. Oh. Oh, voilà. Donc on entend des... Et ça, donc il entend quelques bruits de poids, il entend des gens qui parlent. Un ou deux bruits de pas. Donc ça se déroule quelque part dans une université en Finlande, sauf erreur. Là, il arrive vers la cafétéria. On commence à entendre des bruits de couverts, etc. Voilà, donc la tâche en soi vaut ce qu'elle vaut, mais ça vous permet de voir des tâches un petit peu différentes que les tâches classiques qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple-là? Oui. Excuse-moi, est-ce que ça peut se faire en temps réel? Oh, alors ça c'est une bonne question. Effectivement, si vous utilisez des réseaux récurrents bidirectionnels, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir l'entier de la séquence. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir des systèmes en temps réel avec des réseaux récurrents bidirectionnels. Il y a des astuces, par exemple, dans les gens de chez Baidu qui font leur setup de reconnaissance de la parole, à la place de faire un réseau récurrent qui lit en arrière dans le temps, il a une petite convolution qui va regarder un tout petit peu plus loin dans le temps, quelques frames d'après. Et puis, donc, du coup, ça, c'est pas exactement temps réel, mais tu es à quelques frames près. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire pour remplacer, pour toujours avoir un petit peu d'informations futures. Il y avait une autre question? Ouais, au fond. Hop, plus fort, s'il te plaît. Avant le LSTM, tu dis? Oh, ouais, il a peut-être été. Ça dépend aussi. Ouais, effectivement, il manquerait une couche dense ici. Ça dépend, dans le fond, si la matrice d'entrée U elle est intégrée dans le code de l'STM ou pas. C'est juste un détail. Mais ouais, effectivement, il en manquerait peut-être une ici. Oui. Donc la question c'est est-ce que si on met du bruit quelque part dans notre donnée au milieu, est-ce que le modèle va quand même être capable d'apprendre? Est-ce que tu parles de la phase d'apprentissage ou au test? Ok, apprentissage. Donc ce qu'il faut savoir, une tâche qui est effectuée pour pour voir les performances d'une LSTM, c'est simplement une tâche où tu lui donnes une petite séquence en entrée, puis ensuite tu lui donnes énormément de frames de bruit, et puis à la fin tu lui demandes de régénérer la séquence d'entrée. Puis ben, on se rend compte que la LSTM elle est capable de résoudre cette tâche parfaitement, parce qu'elle est capable de retenir en mémoire, peut se rendre compte que ben, tout ce qu'elle voit pendant un moment c'est du bruit, donc à ce moment-là de fermer son input gate et de le faire jusqu'à ce qu'elle ait besoin de régénérer sa séquence de nouveau. Donc la LSTM elle est capable de gérer ce genre de problème. Par contre, si c'est au moment du test, puis qu'elle n'a jamais vu ce genre de cas, probablement qu'elle va être dans les choux suivant comment. Oui. Ouais.
Exactement, c'est des 1 et 0. En gros, ici, ce qui se passe, c'est que ouais, ici, tu vas mettre un 0 pour dire qu'il n'y a pas de footstep ici. Ici, tu vas mettre un 1 pour dire qu'il y a du footstep. Ici, tu vas mettre un 1 pour dire qu'il y a du footstep. Puis tu vas faire ça toutes les secondes, par exemple, quelque chose comme ça. Tu vas t'arranger pour t'aligner avec les frames que tu as en entrée. Oh, d'où viennent le nombre de paramètres ici? Ok. Donc ici, vous avez 4 couches de LSTM. Ok. Chaque LSTM elle a des matrices W et U pour tous ces gates, etc. Donc ça, c'est les paramètres qu'on va apprendre. Donc, donc le fait d'avoir ces 4 LSTM bidirectionnels, ils ont compté le nombre de paramètres qu'il y avait dedans, puis ça faisait 850 000 paramètres. Comment est-ce qu'on encode l'entrée? Ah, le spectrogramme ici. Ok. Voyez ça comme c'est un. Vous prenez en gros un petit bout de l'audio ici, 10 millisecondes. Ok. Vous faites une transformée de Fourier. Ça, mettons que vous prenez 512 samples. Vous faites une transformée de Fourier ça. Ça va vous donner 512 coefficients de fréquence. Ok. Donc ça va être votre premier vecteur d'entrée. Ensuite, vous prenez les 512 samples d'après. Faites une transformée de Fourier ça. Ça va vous donner les 512 coefficients, les 256 pardon, coefficients suivants. Ensuite, prenez les 512 suivants, etc. Donc c'est une représentation en spectrogramme. Ouais, ça se fait très bien. Il y a des bibliothèques qui. Okay. Oh, alors il faut qu'on. Voilà. Mettons que votre entrée, l'entrée ici c'est 512, ok. Et puis votre LSTM elle a une unité cachée de taille 100. Donc vous avez la matrice qui va de la matrice U. Si on revient en arrière sur les équations. J'ai eu cette question avant. Ok. Donc X, c'est un vecteur qui fait 512, mettons, puis on veut que notre H, ce soit un vecteur qui fasse 100, par exemple. Et bien, ça veut dire que la matrice ici, ça va être une matrice qui fait 512 fois 100. Puis la matrice W ici, c'est une matrice qui fait 100 fois 100. Puis le biais ici, c'est un biais qui fait un vecteur de 100. Puis vous avez ça pour chacune des gates, plus pour notre nouveau candidat, pour le réseau qui vit dans un sens, pour le réseau qui vit dans l'autre sens, et pour les 4 couches, plus la couche dense à la fin. Donc c'est là où ils sont tous ces paramètres. Donc une STM, ça a quand même beaucoup de paramètres. C'est ça la remarque finale. Ok, passons à. Oui. Excuse-moi, comment là? C'est pas le carré de la durée, c'est la durée, simplement. Si tu vas rétropropager. En fait, je ne vous ai pas montré ça, mais les gradients, ils se somment bien les uns avec les autres. Donc, tu n'es pas obligé de rétropropager chaque temps. En fait, tu peux les sommer. Tu peux rétropropager le premier, tu rétropropages un temps en arrière, puis là, tu vas sommer l'erreur du deuxième, puis tu rétropropages, ainsi de suite. Donc, ça se fait en T, la rétropropagation du gradient. Ouais. Mhm. Donc, si vous voulez augmenter les données, aussi. Euh, donc, dans ce cas-là, si vous avez des données audio, ben ouais, un moyen de faire, c'est de. Hop là, où est-ce qu'il y a une chose que vous pouvez faire, ben, c'est commencer à des endroits différents dans votre séquence, puis lui donner des petits segments à l'autre endroit, puis commencer chaque fois les entraînements à des endroits différents. Ça, c'est des choses qui se font. Si vous avez, à condition d'avoir les labels pour chaque frame, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais sinon, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, comme ajouter du bruit, etc. Ce genre de choses pour de l'audio. Une question là. Oui, oui. Alors,
La question c'est est-ce qu'un réseau à convolution pourrait aussi fonctionner avec un spectrogramme? Oui, tout à fait. Vous pouvez voir le spectrogramme ici comme une image et puis faire un réseau à convolution dessus. Encore une fois, la question fondamentale qu'on se pose ici, c'est la capacité à pouvoir extraire des dépendances à long terme. Dans du texte ou de l'audio comme ça, probablement qu'il y a des dépendances à long terme qui se passent. Peut-être dans cette tâche précisément, c'est peut-être pas le cas, et peut-être qu'un réseau à convolution serait plus adapté. Mais oui, la réponse simple, c'est que vous pouvez très bien utiliser un réseau à convolution pour résoudre cette tâche. J'ai une dernière question de l'autre côté, et après on va passer à la suite. Ouais. Alors la question c'est si vous avez enregistré votre son avec une certaine fréquence d'échantillonnage, au moment du test, comment est-ce qu'on peut utiliser une fréquence d'échantillonnage différente? En théorie, on aime avoir des systèmes qui ont le même genre de données à l'entraînement qu'au test. Donc, c'est-à-dire que si vous entraînez avec une certaine fréquence d'échantillonnage à l'entraînement, on s'attend à ce qu'au moment où vous testez, il faut utiliser la même fréquence d'échantillonnage. Sinon, ça veut dire que si vous avez une fréquence d'échantillonnage qui est 2 fois plus grande au moment où vous testez, ça veut dire que votre spectrogramme le temps sera divisé par 2, en gros, sera beaucoup plus dilué, puis du coup, votre LSTM ne sera pas habitué à ça. Donc, c'est important d'avoir les mêmes timings à l'entraînement et au test. OK, passons à la suite, qui sont les mécanismes d'attention. Donc là, on va voir des choses un petit peu plus compliquées. Donc, vous avez probablement déjà vu un même exemple dans le genre. Si j'ai envie de décrire cette image, eh ben, je ne vais pas regarder à toute l'image d'un coup et puis essayer de faire une description à partir de là. Je vais commencer par regarder au milieu, puis de voir avec quelqu'un qui est en train de faire du canot, et puis après je vais voir sur un beau lac turquoise en regardant un peu à côté, puis après je vais dire oh, il y a des montagnes là autour, oh, il y a même de la neige, il a l'air de faire beau même s'il y a un peu de nuages, il y a des arbres, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais porter mon attention à différentes parties de l'image. Okay. Puis maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que notre réseau de neurones soit capable de faire ça lui aussi. Donc j'en viens au mécanisme d'attention. Alors comment ça se passe ici? En gros, on a ça c'est notre mécanisme d'attention. Ça va prendre en entrée une séquence qui peut être n'importe quoi. Ici, je l'ai représenté simplement par trois petits vecteurs ici. Ça va prendre en entrée un certain état H, en l'occurrence du time step précédent, et puis ça va générer un C, ce qu'on appelle un contexte C. L'idée, c'est de prendre ces séquences, de les comparer à cet état courant H, et puis de générer des coefficients de pondération alpha pour pouvoir faire une somme pondérée de tous ces éléments-là pour pouvoir générer le contexte. Donc encore une fois, vous avez votre séquence. Pour chacun des éléments de la séquence, vous avez les comparer à HT. Okay, ça va vous générer un coefficient alpha. Puis vous faites ça pour tous les éléments de la séquence. Puis ça, ces coefficients de alpha, vous allez les utiliser pour faire une somme pondérée ici, pour générer votre vecteur de contexte. Alors, en général, on s'arrange aussi pour que les alphas ici, ils somment tous à 1. Donc une fois qu'on a généré tous nos alphas, on va les passer par exemple à travers un softmax ou quelque chose dans le genre pour qu'ils somment tous à 1. Et le mécanisme que je vous présente ici, ça s'appelle la soft attention, c'est-à-dire qu'on va regarder partout dans l'image à la fois. Enfin partout dans la séquence à la fois, comparé à la hard attention où là on va sélectionner des morceaux de l'image. C'est un problème qui est beaucoup plus compliqué et les techniques d'entraînement sont vraiment très différentes et beaucoup plus compliquées. Ça demande de l'apprentissage par renforcement. C'est pour ça qu'ici on regarde juste ce problème de soft attention. Donc regardons un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe dans ce réseau P ici. Donc P, c'est simplement un truc qui doit être capable de comparer HT-1 à chacun des éléments de la séquence ici. Donc la version la plus simple de faire, c'est de faire le produit scalaire entre les deux.
Okay, donc entre ht-1 et x0. Et si les deux vecteurs sont, comment est-ce qu'on dit, c'est collinéaire, c'est ça? Alors on aura un produit scalaire qui vaut 1, puis si les vecteurs sont orthogonaux, on aura un produit scalaire qui vaut 0. Donc ça va nous générer des coefficients up, et avec ça on va les normaliser pour générer nos coefficients alpha. Donc encore une fois, on regarde chacun des éléments qu'on va comparer avec notre état courant H. Et puis dans certains cas, P, ça peut aussi être un réseau de neurones, voire même un réseau de neurones profond qui prend en entrée chacun des éléments de la séquence est H, puis qui calcule un coefficient de pondération à partir de là. Puis on pourrait aussi entraîner ce réseau de neurones, mais ça c'est des choses plus compliquées. Mais là-bas, on aimerait simplement être capable de comparer les éléments qu'il y a là aux états ici. Donc voyez ça vraiment comme vous avez un réseau récurrent qui dit d'un coup, j'aimerais regarder quelque chose qui ressemble à un bateau, ok, et puis ici on va regarder partout à l'endroit, est-ce que ça ressemble à un bateau? Non, donc le coefficient alpha va être très petit. Est-ce que ça ressemble à un bateau? Non. Le coefficient alpha va être petit. Est-ce que ça ressemble à un bateau? Oui. Et du coup, le coefficient alpha va être grand. Et puis, on va sommer toutes ces choses en pondérant avec les coefficients alpha pour générer notre contexte. Donc, comment est-ce qu'on gère ça avec un réseau de neurones? Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, ici, vous avez un réseau de neurones d'entrée, en fait, je me suis rendu compte après qui ne servait à rien dans l'exemple ici. Donc ici, vous avez la séquence Y qui est sortie d'un réseau de neurones, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, qui est en fait la séquence sur laquelle on va porter notre attention. Ici, vous avez le mécanisme d'attention A que je vous ai montré au slide précédent, donc toute la boîte orange ici. Et ici, vous avez le réseau récurrent qui est équipé de son mécanisme d'attention. Alors, comment ça marche? Eh bien, au tout début, on prend l'état initial du réseau récurrent, on le donne au mécanisme d'attention. Là, le mécanisme d'attention va prendre toute la séquence en entrée. Il va comparer chacun des éléments de la séquence avec l'état initial, générer les coefficients de pondération, effectuer la somme pondérée pour pouvoir générer l'entrée au premier temps. Okay? Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Et ensuite, une fois qu'on a généré l'entrée, on a tout ce qu'il faut avec notre réseau récurrent pour calculer S, calculer éventuellement la sortie. Et puis, une fois qu'on a calculé S0, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut répéter le processus. Pour cette fois, on a un nouvel état ici qui va nous dire qu'est-ce qu'il veut regarder dans la séquence. On reprend de nouveau toute la séquence en entrée. On refait encore une fois, on va comparer encore une fois S0 cette fois avec toute la séquence d'entrée. On va faire la somme pondérée pour générer le contexte. Ça va être donné comme entrée au temps suivant au réseau récurrent. On peut générer notre sortie, etc., générer l'état suivant, et ainsi de suite. Donc on fait S1, on regarde toute la séquence d'entrée, on compare avec S1, on fait la somme pondérée, on génère le contexte, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'un mécanisme d'attention fonctionne. En fait, simplement, donc là vous avez le réseau récurrent et qui pilote le mécanisme d'attention. Donc là, je vous avais mis un exemple avec l'attention sur une séquence qui sortait d'un réseau récurrent, mais la chose intéressante qu'on peut faire, c'est on peut aussi porter son attention sur une image. Donc on pourrait aussi porter son attention directement sur l'image ici, où là, en l'occurrence, j'ai représenté, prenez un réseau de neurones avec quelques couches de convolution, et puis à un moment donné, vous décidez de porter votre attention sur les feature maps qui sont générés par votre réseau de neurones. Ok, donc là, je pense que vous voyez gentiment où je veux en venir. On va maintenant parler de la génération de légendes. Plus en détail, l'exemple de la femme qui lançait son frisbee que vous avez vu. Oui, une question d'abord. Ok, alors c'est comme dans un réseau récurrent classique, je l'ai peut-être mentionné au début, mais S-1, c'est soit un vecteur de paramètres qui sont appris aussi, où on peut rétropropager l'erreur dessus, soit on l'initialise par exemple à 0, soit on peut l'initialiser de manière un petit peu différente dépendamment de la tâche, mais en général les deux cas de base, c'est un vecteur de paramètres appris ou c'est juste des zéros. Ok, donc encore une fois,
Maintenant, on va s'intéresser à ce modèle Show, Attend and Tell, qui est un modèle de génération de légendes. Donc, comme le dit le titre, il est composé en 3 parties. Vous avez le réseau de neurones Show qui va être responsable de générer des feature maps intéressantes pour notre algorithme. Vous avez le réseau de neurones Attend qui lui va être le mécanisme d'attention qui va regarder dans l'image. Et enfin, vous avez le réseau de neurones Tell qui, lui, va, à partir de l'attention ici, va générer une légende. Donc, oui. Oui. Oui, c'est toute cette box. Ah, c'est toute cette box. Oui. Oui, exactement. Oui, oui, il y a un changement de lettre, effectivement. Ça prend. Oui, c'est ça. C'est S. Oui. HT-1, c'est S, là, en l'occurrence. Oui. Mhm. Ok, donc la question c'est quel est le rôle de ces alphas ici. Euh, Ici, pour chacun des exemples, on va générer un coefficient de pondération. On multiplie tout le vecteur ici, puis après on fait une somme pondérée. Ça veut dire que si ce qu'il y a ici, c'est quelque chose qui va ressembler à ce qu'on aimerait voir, on va prendre un grand coefficient de pondération alpha, par exemple 0,9. Et puis si par contre ici on a quelque chose qui n'est pas intéressant, on va mettre un petit coefficient de pondération alpha, genre 0,1 ou quelque chose comme ça. Et donc si cette frame-là est vraiment la frame la plus importante, et ben en fait dans notre somme pondérée, ça va principalement être cette frame-là. Donc la question c'est est-ce que c'est nécessaire que les coefficients alpha somment à 1? En pratique, je pense que oui, ça aide à l'apprentissage, ça aide à faire en sorte que les choses restent plus ou moins normalisées dans le réseau de neurones. Non, enfin, les coefficients pourraient être n'importe quoi, l'information pourrait passer quand même. C'est juste que on essaie de garder les choses un peu normalisées dans le réseau. Donc ça évite que si alpha vaut 10 ici, ben, on va multiplier ça par 10, on aura un truc très grand pour C et puis ça risque de créer des problèmes de normalisation. C'est pour ça qu'on garde les coefficients d'alpha qui sont à 1. Ouais. Alors la question c'est comment est-ce qu'on détecte les signaux, comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on veut porter son attention. Mais encore une fois, c'est ce mécanisme-là. Ça se passe tout dans la comparaison entre cet élément-là et cet élément-là. Donc la manière la plus simple de faire, c'est de les comparer avec un produit scalaire. Ça peut être un truc plus compliqué là-dedans comme un réseau de neurones. Mais basiquement, c'est ça. On a un réseau récurrent qui génère des états à chaque pas de temps. Et puis à chaque pas de temps, on va regarder ces états et puis on va regarder qu'est-ce qui correspond dans la séquence à laquelle on porte notre attention. Puis c'est ça qui va permettre de porter son attention à des endroits différents petit à petit. Donc voilà, là c'est alors oui, alors dans ce cas-là, si tu parles d'image, oui, on va là c'est un petit peu plus complexe, mais en gros, ouais. On va regarder à différentes positions dans l'image ici, puis on va comparer chacune de ces positions avec S en gros. C'est ça l'idée. S va nous dire où regarder dans l'image. Ok, donc là on a notre réseau Show, Attend and Tell, donc en 3 parties. Quelque chose qui extrait les features, quelque chose qui porte son attention là-dessus, et enfin un réseau de neurones qui génère les données, les séquences. Donc comment ça se passe en pratique? Ici, on prend un réseau de neurones à convolution qu'on a traîné, par exemple VGG, et puis on coupe les dernières, on enlève la partie classificateur, donc la partie où il y a dès que vous avez des couches fully connected, on enlève tout ça, puis on garde juste les dernières
feature maps. Donc c'est vraiment vous voyez ça comme des features à très haut niveau de ce qui se passe dans l'image. Le mécanisme d'attention, c'est le mécanisme que je viens de vous décrire. Et puis le réseau de neurones ici, qu'est-ce que c'est? C'est une LSTM générative. Comme on a vu au début, la LSTM qui générait du code ou qui générait quelque chose d'autre. On va utiliser ce principe-là pour générer des légendes. Donc, en entraînement, le but de ce réseau de neurones-là, ça va être de générer la séquence cible qu'on a là. Donc 2 petits bateaux en l'occurrence, c'est ce qu'il y a dans l'image ici. Ça, c'est la légende qu'on a dans notre dataset. Et donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc le but de notre réseau de neurones, on peut l'entraîner encore une fois en faisant l'erreur de classification entre ce qui nous a sorti et la vraie cible qu'on voulait à chaque pas de temps. Donc c'est vraiment le même principe qu'on avait avant. Il y a 2 petits détails importants. On rajoute 2 mots spéciaux à notre vocabulaire ici. Il y a SOS pour Start of Sequence. Ça, c'est juste la façon dont on va initialiser le premier mot de notre réseau récurrent. On va simplement lui dire qu'il faut que tu commences à générer une séquence maintenant, parce qu'on ne peut pas lui dire quel est le premier mot de la séquence en pratique. Et puis il y a le EOS, le End of Sequence, pour lui dire qu'au bout d'un moment, dès que le réseau de neurones a généré ce mot-là particulier, on va arrêter la transition. Sinon, notre réseau récurrent pourrait continuer à l'infini. Donc, comment ça se passe en entraînement? On commence notre récurrence à l'état 0. Donc, on utilise le contexte pour générer et le mécanisme d'attention pour regarder quelque part dans l'image. On entre dans notre LSTM le premier mot SOS et le contexte d'attention. Avec ça, on fait toute notre machinerie d'LSTM. On génère le premier mot. Et puis, on peut calculer le premier état interne S0. C'était le H avant dans les équations de l'LSTM. C'est le même principe. Et ensuite, du coup, on a tout ce qu'il faut pour passer au temps d'après, où là, à partir de cet état S0, on va de nouveau dire, voilà, on aimerait regarder à cet endroit en particulier dans l'image. On va regarder dans l'image, on va regarder dans notre réseau de neurones qui a extrait les features de l'image, ou regarder et générer le contexte. On lui feed le deuxième mot. Lui, il va vous faire sa machinerie de l'STM, générer le mot suivant, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc au troisième time step, c'est la même chose. Jusqu'à ce que, là je ne l'ai pas dessiné, mais jusqu'à ce qu'au dernier temps, on fait le mécanisme d'attention, on entre, et puis là, on se rend compte que la cible, c'est fin de la séquence. Et puis à ce moment-là, on arrête de générer. Puis à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on va comparer quel est le mot que notre réseau de récurrents a généré ici comparé à ce vrai mot qu'on avait dans notre légende. On va comparer le mot généré ici à ce mot-là, le mot généré ici à ce mot-là, et le mot généré ici à ce mot-là. Et puis avec ça, on va calculer la cross-entropie à chacun des endroits et on va rétropropager l'erreur à travers ce réseau de neurones ici pour l'entraîner, et puis pour l'entraîner à générer des séquences, en l'occurrence des légendes. Donc il y avait une question plus tôt dans la semaine de combien de temps ça prend pour entraîner un système comme ça. Donc ce papier-là a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ils ont utilisé un GPU, c'est une Titan Black, puis ça leur a pris à peu près 3 jours d'entraînement avec leurs données-là, donc c'est relativement court. Et sachant encore qu'ils n'ont pas rétropropagé l'erreur dans ce réseau-là, donc ils l'ont gardé fixe, celui-là. Parce qu'on pourrait, en principe, on pourrait calculer les gradients d'erreur, venir ici, revenir ici et rétropropager encore dans tout le réseau à convolution pour ce qu'on appelle faire du fine-tuning, donc l'adapter encore plus pour les tâches qu'on aimerait résoudre. Mais en pratique, on ne le fait pas parce que le problème qu'il y a, c'est que ces réseaux-là, c'est des réseaux qui sont gigantesques en général. Puis du coup, si en plus il faut faire tout le setup pour faire l'entraînement de ces réseaux-là, ça devient vraiment plus compliqué. Oui. Alors ça, le CNN là, il a été entraîné de façon classique sur un dataset d'images. Donc vous avez votre gros dataset d'images avec pour chacune des images une classe. Puis vous avez entraîné votre CNN
au complet. Il y a des couches fully connected en plus, puis un softmax à la fin avec chacune des classes. Vous entraînez ça pour résoudre votre tâche. Puis ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement pris un CNN qui était entraîné, qui existait, ils ont coupé le bout, et puis c'est ça qu'ils utilisent pour faire l'attention. Oui. Excuse-moi. Donc, pour un exemple de traduction, est-ce que le input, ça serait la phrase en entier? Oui, c'est ça. Vous allez voir ça cet après-midi avec Gaëtan plus en détail. C'est un moyen de faire un système de traduction. D'autres questions? Ok, donc ça c'était au moment de l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Puis au moment du test, comment est-ce qu'on fait? Quand on veut générer la légende pour de vrai, on va faire exactement la même chose qu'on faisait avant avec notre modèle génératif qui générait de la musique, qui générait du code, qui générait des choses un peu inutiles dans le fond. Puis là, on veut l'utiliser pour notre tâche. Donc là, on va faire exactement le même principe avec le mécanisme d'attention qui va se promener à chaque pas de temps. Et puis là, on va simplement utiliser la sortie au temps Z0 qu'on va réutiliser comme entrée au temps d'après, et ainsi de suite, pour le générer la séquence. Et on arrête ça dès que le mot qu'il a généré Z ici serait le symbole fin de séquence. Donc ça pourrait arriver qu'il ne s'arrête jamais, mais en général, il va apprendre à sortir ce mot fin de séquence, et là, on arrête la génération. Donc voilà, ça c'est comment ça marche, ce mécanisme d'attention ici. Là, vous avez les exemples de résultats, puis j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe dans cet exemple que vous avez vu pour la première fois lundi. Donc encore une fois, ça c'est votre image d'entrée. Et puis l'espèce de halo que vous avez ici, c'est où le mécanisme a porté son attention. Et puis là, vous avez le mot qui a été généré au moment où il regardait à cet endroit-là. Et puis, sauf erreur, le nombre à côté ici, c'est la probabilité que ce mot-là avait. Donc, au tout début, il génère le mot A parce que c'est le truc le plus basique à faire quand on va générer une légende. Après, quand il génère le mot woman, on voit qu'il a regardé à cet endroit-là dans l'image et à cet endroit-là, principalement. Après, is, on voit qu'il regarde à peu près au même endroit. Après, throwing, on voit qu'il a regardé la femme ici avec un petit peu plus d'attention sur cette partie-là. Ensuite, A, il regarde un petit peu partout, c'est pas clair. Frisbee, on voit que pareil, il a porté son attention très très fortement sur cette partie-là. Ensuite, le in, c'est un petit peu plus diffus. Et là, on voit que l'attention est un petit peu plus diffus. Et la park, on voit que c'est encore plus diffus. Mais c'est intéressant parce qu'il a porté son attention sur les arbres en arrière-plan et l'herbe, etc. Et puis là, il a généré le point, donc le symbole end of sequence. Et puis donc, on arrête de générer notre légende ici. C'est clair? Oui. Ok, sauf erreur, c'est ça, il faudrait que je vérifie dans le papier. Le truc, c'est qu'ici, en gros, tu as une sortie par mot de ton vocabulaire, okay, puis tu as un softmax ici, donc tu ne vas pas générer un mot, en fait, tu vas générer une probabilité pour chacun des mots de ton vocabulaire. Et donc, tu vas prendre chaque fois, par exemple, tu peux prendre le maximum que tu vas repasser là, ici. Donc, ouais, donc on voit que on voit la confiance qu'il avait au début. Le A, il est super confiant parce qu'en général, toutes les légendes, elles commencent toutes par A, quelque chose, etc. Mais on voit qu'il était quand même assez confiant. Il faut imaginer que le vocabulaire est très grand, mais il était quand même assez confiant pour prédire woman. Il était assez confiant aussi pour prédire frisbee, par exemple. Et park, pareil. Donc voilà. Oui. Ouais.
Ça, c'est une excellente question. Alors, pourquoi il a pris la décision qu'il a prise? Ça, c'est pas nécessairement clair. Ben, c'est-à-dire que c'est juste, tu dois commencer, ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre effectivement, mais tu dois commencer ta phrase par quelque chose, puis tu vas pas commencer ta phrase par kid, tu vas commencer ta phrase par a, puis ben, peut-être que là, à ce moment, ouais, c'est ça qui est, ouais, effectivement. Voilà. Ben, ben voilà, c'est ce qu'il a appris à faire. Euh, ben, c'est aussi ben, le fait que à ce moment, au premier temps, si on peut regarder, à ce moment-là, ben, l'état caché qui a été généré, ben, il a simplement dit au mécanisme d'attention de regarder ailleurs ou regarder un endroit différent. Puis ça l'a fait dévier un peu de regarder enfant, par exemple. Peut-être bien, oui. Oui, oui, ça c'est bien possible. Ok, donc ça c'est pour la génération de légendes. Donc maintenant vous avez un aperçu d'à quoi ça ressemble un système avec deux générations de légendes. Oui, ok. Ouais, ouais. Donc la question c'est entre ici et ici, il garde son attention au même endroit. Et la question c'est quand il ne sait pas quoi faire, est-ce qu'il reste au même endroit ou quoi? Je dois dire que je ne sais pas. C'est une bonne question. Probablement qu'il avait encore envie de continuer la phrase puis de dire quelque chose. Et puis qu'il voulait probablement dire qu'il était dans un parc. Alors peut-être qu'à cet endroit-là, il a vu qu'il y avait quelque chose des arbres en arrière-plan. Puis c'est ça qui lui fait dire qu'on peut peut-être dire quelque chose à propos du background, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est que de la spéculation. Hein. J'en sais rien de ce qu'il a fait exactement. Donc, on peut faire ça sur d'autres choses que des images. On peut faire ça par exemple sur des vidéos. Donc, ça va être exactement le même principe, simplement que le schéma est beaucoup moins clair. Euh, donc, vous avez ici des frames de vidéos. Ici, on a un gros réseau de neurones. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce réseau de neurones, mais mettons que vous avez un gros réseau de neurones qui est capable de, de processer des vidéos. Puis pour chacune des frames, donc chacune des images de la vidéo, il va générer un vecteur. Donc le vecteur 1 pour la frame 1 jusqu'au vecteur n pour la frame n. Et puis on va faire exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau récurrent ici. Cette fois, il est dessiné de façon verticale, mais c'est exactement la même chose. Un réseau récurrent qui va, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va générer un état, ok, qui va, donc on va prendre les vecteurs en entrée. On va regarder avec l'état ici pour générer les coefficients de pondération. On fait la somme pondérée qu'on va donner en entrée au temps suivant de notre réseau récurrent, puis on peut le faire générer des légendes comme ça. Donc, ça, on peut voir un exemple de ce que ça donne. C'est aussi intéressant de voir où le réseau de neurones a regardé dans l'image. Donc ici, ça c'est la légende de référence de Man and Woman Ride a Motorcycle. Donc c'est donc la légende pour cette vidéo-là. Puis on voit qu'au moment où il génère man, donc c'est le mot en rouge ici, on voit qu'il a principalement regardé dans cette image ici, qu'il a très peu regardé dans ces deux images, puis qu'il a aussi beaucoup regardé dans cette image-là. And a Woman, là pareil, il a principalement regardé ici, étonnamment, je ne sais pas si ça lui fait une genre de robe, j'en sais rien. Il a un peu regardé ici aussi pour générer le mot femme, art talking, et puis là on voit qu'il est pareil, où est-ce qu'il a regardé pour générer le mot talking. Et finalement, road, là c'est peut-être le plus intéressant. On voit où il a regardé pour la route. Il a principalement regardé cette frame pour générer le mot road. Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de, on voit la route nulle part ici. On voit la route nulle part ici. On la voit un peu ici, par contre. Donc, il aurait pu regarder aussi un peu là pour dire le mot road. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire aussi avec sur des vidéos. Et je peux vous montrer une petite vidéo à propos. Donc voilà, ça c'est exactement la vidéo du système, enfin la vidéo de présentation du système que je viens de décrire. Est-ce que ça a l'air de marcher? Oui.
ça, c'est quelques exemples qu'ils avaient dans leur papier, puis après, on va voir des vidéos. Ils utilisent ce dataset, c'est un dataset de vidéos YouTube avec la légende. Une légende très très utile. Donc voilà, les collaborateurs. Donc on peut voir quand même, c'est quand même assez intéressant certaines choses. Par exemple, la personne qui... bon, celui-là est particulièrement utile, mais ici, ok, c'est pas une tomate, c'est un poivron probablement, mais c'est pas, c'est pas trop faux. Enfin, on comprend bien qu'il a compris ce que c'était que le concept d'une tomate, que c'est quelque chose de rouge, que c'est quelque chose de rond et qu'on va utiliser en cuisine. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'il arrive à générer des choses comme ça. Ça, c'est un exemple un peu bateau. Et l'exemple du singe, après, qu'on va se regarder encore une fois, là, c'est quand même drôle de voir. Il a quand même compris le concept d'un singe, le concept d'un chien, le concept qu'il attrape, bon là, il attrape la queue, mais qu'est-ce que c'est la jambe d'un chien, etc. Ouais. Là, c'est pareil. Oui, exactement. Ouais, il vient l'embêter. Donc, ça fait des choses intéressantes. Mais ce genre de système, c'est très utile si vous avez envie c'est une grosse base de données de vidéos et puis que vous avez envie d'en faire de la notation pour pouvoir chercher efficacement toutes les vidéos qui contiennent, par exemple des images des vidéos de singes qui jouent avec des chiens. Donc ça vaut... c'est le genre de système qui va vous permettre de faire de la recherche de façon plus efficace. Oui, question. Mhm. Ouais, effectivement. C'est un bon point pour revenir à la question d'avant. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ouais, je vais répéter pour tout le monde. Le fait que, peut-être dans l'exemple d'avant, là où le mécanisme d'attention n'a pas forcément porté son attention sur l'enfant ici, c'est peut-être très probable qu'effectivement, dans le dataset, les gens qui décrivent les images auraient plutôt tendance à dire, ben voilà, la chose la plus importante dans cette image, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de lancer un frisbee. C'est peut-être un peu moins le fait qu'il y ait deux personnes dans un parc. Ouais, probablement, plus l'action. Donc ça pourrait être représentatif d'un certain biais qu'on a dans nos samples. Ouais, exactement. Ok, donc on a vu qu'on pouvait générer des légendes à partir d'images, à partir de vidéos. Puis le dernier exemple qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être un système un peu plus compliqué, mais en fait c'est exactement le même principe. On va regarder un système de reconnaissance de la... Oui. Ah ouais. Oui. Alors c'est une bonne question. Alors la question c'est pourquoi dans le fond est-ce que le réseau récurrent il n'a pas prêté attention à la route ici. Ça pourrait arriver par exemple que le réseau de neurones qui a extrait les informations des frames vidéo, lui a extrait des features qui est plus rapport avec les personnes qui est ici. Donc il a extrait beaucoup d'informations concernant les personnes ici, mais un peu moins concernant le background. Puis du coup, il n'y a aucune information intéressante de route dans les features qui sont ici. Par contre, ici, on voit
on voit beaucoup mieux la route ici. Ça ressemble beaucoup plus à une image de route qu'on s'en ferait avec de l'herbe à côté, etc. Donc, probablement que les features de dire oh, il y a de la route dans cette frame sont beaucoup plus importantes ici. C'est un bon point. Donc c'est la même réponse qu'avant dans le fond, effectivement. Ça vient des données. Ok, merci. Donc oui, on va maintenant regarder un autre système de reconnaissance de la parole. Donc on va se dire, ah tiens, c'est complètement différent comme topic. Maintenant, en fait, on va faire exactement le même modèle, mais au lieu de l'appeler show, attend and tell, on va l'appeler listen, attend and spell. Puis on va faire exactement la même chose. Donc, avant de regarder le réseau plus en détail, l'entrée de notre réseau de neurones ici, ça va être une représentation en spectrogramme, comme on a vu avant, donc des transformés de Fourier à chaque pas de temps. Et puis la sortie ici, ce qu'on va s'intéresser à ce que notre réseau génère, c'est des caractères, donc des lettres de l'alphabet. Donc il y aura, je ne sais pas exactement combien il y en avait dans le papier ici en l'occurrence, mais mettons qu'il y en a 29, donc on aurait 26 lettres de l'alphabet, plus le caractère espace, plus les deux symboles dont on a besoin, le start de la sequence qu'on va mettre au début et puis le end of sequence qu'on va mettre à la fin. Encore une fois, ce modèle-là a 3 parties, un modèle, un listener, un attender et un speller. Et si on regarde plus en détail comment le modèle est construit, ben c'est très simple. Vous avez le premier réseau de neurones ici, qui est le réseau qui est chargé d'écouter la séquence d'entrée. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Rien d'autre. En rouge ici, c'est des LSTM bidirectionnels, donc c'est rien d'autre qu'une pile de 3 LSTM bidirectionnels, comme on a vu, avec une petite subtilité ici, mais c'est un petit détail. Donc ça, c'est la partie qui va être chargée de processer nos données. Dans le cas de la génération d'images, c'était le réseau de neurones à convolution pré-entraînée, mais ici, c'est une pile de réseaux récurrents. Ensuite, on a le réseau attender, là, qui est un mécanisme d'attention qui va lui porter son attention sur toute la séquence qui a été générée par le listener. Et finalement, on a le speller ici, qui est le réseau de neurones qui est chargé de générer les caractères de la séquence, qui est exactement le même genre de LSTM génératif qu'on a vu pour la génération de légendes. Simplement qu'ici, au lieu de générer des mots, on va générer des lettres les unes après les autres. Est-ce que j'ai encore un slide avec ça? Non, donc le principe est exactement le même que le réseau d'avant, excepté que ici on a un autre réseau récurrent qui génère où est-ce qu'il faut regarder dans l'image, mais sinon le principe est exactement le même. Donc on a un certain état. Ici, au début, on commence notre séquence, on génère un état. Avec cet état, plus avec tous les éléments qu'on a extraits de notre séquence audio, on va générer un vecteur d'attention qu'on va pouvoir passer à notre mécanisme qui va générer la lettre. Donc là, en l'occurrence, c'est un réseau qui est un peu plus profond, mais c'est le même principe. Lui va nous générer une lettre. Ensuite, au temps d'après, on va prendre comme information ici la lettre qu'on a générée. Et ici, la petite subtilité qui change, c'est qu'on va aussi prendre l'attention qu'on a fait au temps précédent. C'est-à-dire que quand on écoute du texte, on peut imaginer que l'attention qu'on doit porter sur le texte, en fait, elle va se déplacer petit à petit. Donc c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on a écouté avant pour écouter un petit peu à côté après, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on redonne ici au temps d'après. Où est-ce qu'on a écouté au temps d'avant. Donc là, pareil, on génère un état. On regarde de nouveau toute la séquence pour générer notre contexte qu'on veut utiliser pour générer la lettre d'après. On prend la lettre d'après et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait généré toute notre phrase. Et donc si maintenant on regarde à quoi ça ressemble le setup,
Donc vous avez ici le spectrogramme d'entrée. Vous avez ici le network A. Ici, en fait, c'est le réseau, le listener, donc le réseau de neurones qui a été chargé d'extraire toutes les features dans votre séquence. Ici, vous avez le network B, c'est le speller, donc le réseau qui est chargé d'épeler les lettres, qui est équipé de son mécanisme d'attention. Et ici, ce que vous avez en violet, en mauve ici, c'est en fait où le réseau de neurones a porté son intention dans la séquence d'entrée. Donc là, on peut regarder un petit peu plus en détail. Ici. Oui. Non. Je vais retrouver l'exemple qui est un petit peu plus bas. C'est le blog de Christopher Holla qui est excellent d'ailleurs. C'est de là où j'ai pris la plupart des images. C'est vraiment très bien expliqué. Donc, est-ce que vous arrivez bien à voir? Parfait. Donc, ici, c'est la full picture comme je vous ai montré. Puis là, on peut s'amuser à se promener avec la souris puis regarder pas à pas où le réseau de neurones a regardé. Donc, on se rend compte qu'au moment où pour générer la première lettre H, on voit qu'il a regardé à cet endroit dans le spectrogramme. Et puis ensuite, enfin, pas dans le spectrogramme, mais dans la représentation que notre listener a faite. Puis ensuite, quand on se déplace petit à petit, on voit où le réseau de neurones a porté son attention petit à petit quand on se déplace dans le temps, etc. Et puis la chose intéressante, c'est que par exemple, ici, tout le début là, on voit peut-être pas très bien ici, mais tout ça au début, c'est des frames de silence. En fait, il n'y a rien, il y a peut-être un petit peu de bruit ici, mais il y a toujours, dans les datasets de reconnaissance de la parole, il y a toujours un petit peu de silence au début, puis on voit que le réseau de neurones qui génère les lettres, il a appris à complètement ignorer cette partie-là parce qu'elle n'est pas intéressante. Donc au fur et à mesure de la séquence, voilà où on regarde. Un son, par exemple, comme ça, ici dans un spectrogramme, un son qui est haute fréquence comme ça, c'est un son du style sh. C'est ce qu'on voit ici en haut. Donc on voit que par exemple much, voilà, c'est le son qu'il y avait là, il a effectivement généré le son CH à partir de là. Pareil, woodchuck, pareil, là, il est ici, et puis encore plus loin ici. Donc voilà, là on voit comment le mécanisme d'attention a regardé. Pardon. Oui. Non, alors encore une fois, ce que ça représente, ce trait, ça représente les coefficients de pondération. On se rappelle les coefficients alpha. Okay, donc là, ce qui doit se passer ici, c'est qu'on a une séquence d'entrée ici qui fait, mettons, je sais pas, 25. Okay, donc ça veut dire qu'on doit générer 25 coefficients de pondération. Donc ça veut dire que pour chacun des éléments là, ici, il a généré un coefficient de pondération, un coefficient de pondération ici. Puis après, on regarde que celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus foncé en violet. Je vais peut-être vous montrer un exemple où, voilà ici, par exemple, on voit que quand il a calculé ça, il a porté son attention un peu ici, un petit peu moins ici, puis un petit peu moins ici. Puis tout le reste, il y en a aussi, mais la plupart c'est 0 ou très proche de 0. C'est pour ça qu'on ne les voit pas bien. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on voit là, voilà, un autre endroit où il a regardé. Hop, là pareil, on voit qu'il regarde un petit peu plus loin, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà. Donc puis alors là, on voit exactement pour toute la séquence. Encore une fois, on constate que là, il n'y avait rien d'intéressant, donc il n'a quasiment jamais rien regardé ici. Ici, pareil, il n'y a rien d'intéressant non plus, donc il n'a quasiment jamais regardé ici. Oui. Oui. Ok, donc si on reprend des slides quelque part, est-ce que j'en ai ailleurs? C'est exactement ça. On a une LSTM ici. Elle prend une séquence en entrée, elle génère une séquence en sortie. Okay, donc on peut regarder chacun de ces éléments de la séquence. C'est exactement ce qui se passe ici. Est-ce que c'est plus clair? Donc c'est vraiment à la sortie H0, H1, H2, H3 de notre LSTM. Ouais, mais imaginez que c'est déroulé dans le temps. Le schéma qu'il y a là, c'est notre LSTM déroulé dans le temps. Donc là,
Ça, c'est la même LSTM qu'ici et qu'ici. Ici, c'est juste la LSTM au temps 0, la LSTM au temps 1, au temps 2, au temps 3, au temps 4. Enfin, c'est en l'occurrence la pile de LSTM au temps 0, 1, 2, 3, 4. Alors, il n'y a effectivement pas un nombre de coefficients fixes, il y en a un par frame. Donc, ça veut dire que, encore une fois, si je reprends l'exemple ici, ce qui s'est passé à cet endroit-là, ici, pour générer la lettre L, c'est qu'on a pris l'état ici, on l'a passé dans le mécanisme d'attention avec toutes les frames audio ici, donc avec les, mettons, 25 vecteurs qu'on a là. Puis on a comparé cet état avec ces 25 vecteurs, on a généré 25 coefficients de pondération, et puis ce qui se passe, c'est que dans ces 25 coefficients de pondération, la plupart étaient à 0, sauf celui-là qui était très proche de 1. Puis encore une fois, si on prend cet exemple-là, avec l'état ici et puis le mécanisme d'attention et tous les vecteurs ici, on se rend compte que tous les coefficients là sont très proches de 0, ceux-là sont un petit peu activés et ceux-là sont très proches de 0 aussi. Donc ça rend le mécanisme d'attention est quand même assez lourd parce qu'il faut générer à chaque temps un coefficient de pondération pour chaque frame, pour chaque frame de votre séquence d'entrée. Donc si votre séquence d'entrée fait une taille 100, vous allez devoir calculer 100 coefficients de pondération, et ce à chaque pas de temps de votre LSTM génératif là-haut. Donc ça, c'est lourd en termes de calcul. Hop là. Donc, vite fait pour terminer, et puis après on pourra reprendre plus de questions. Donc les RNN, encore une fois, comme je l'ai montré, c'est quelque chose qui est très présent dans toutes les librairies. Donc là, ici, je vous ai mis les liens pour aller voir les réseaux récurrents vers TensorFlow, vers Torch, vers Blocks, Keras, etc. Il y en a plein. Il y a à chaque fois des exemples d'utilisation, aussi des petits exemples de code, donc c'est très facile à utiliser. Et puis, tout ce dont je vous ai parlé, à savoir les réseaux récurrents simples, les LSTM, les GRU, tout ça, c'est implémenté. Si vous devez faire du clipping de gradient aussi pour éviter le problème d'explosion, ça existe aussi, évidemment. Les mécanismes d'attention, c'est peut-être un petit peu plus délicat, c'est un petit peu plus complexe. Si vous cherchez à reproduire des modèles avec des mécanismes d'attention, allez voir les papiers que j'ai mis en bas des pages. Et eux, dans ces papiers-là, eux, en général, vous redirigeront vers leur code qu'ils ont, si vous voulez jouer avec ça. Je sais que Blocks, par exemple, on peut gérer les mécanismes d'attention, les autres, je connais moins. Et puis, un peu les références. Ici, si vous en encore revoir un peu les choses sur les réseaux récurrents, je vous redirige vers le blog de Christopher Holla, qui a fait des excellents posts sur les LSTM. Les schémas que je vous ai montrés, là, ça vient de lui. Et pareil, le schéma violet, là, mauve, ici, c'est aussi lui qui a fait un excellent post sur les mécanismes d'attention. J'ai aussi pris des exemples sur d'autres blogs. Et voilà pour les références. Donc, ça en est tout pour moi. Est-ce que vous avez encore des questions sur ces mécanismes d'attention et autres RNN profonds? Oui. Ok, donc la question c'est dans le cas du, je peux le montrer là, dans le cas du Listen, Attendance Spell. La question c'est, la partie là, en fait, elle est entraînée aussi, et puis ça le surprend un peu de fait qu'on doive entraîner cette partie-là. Et la question c'est pourquoi. Alors, imaginez en fait que on n'a pas de... Tout ce qu'on a comme données, c'est des spectrogrammes. Okay, on n'a aucune feature de speech extraite qui est intéressante. Donc on est obligé d'apprendre le
le réseau de neurones qui va extraire nos features, on est d'accord. Dans le cas de la vision, ben, il existe des tonnes d'algorithmes de reconnaissance d'image qu'on va pouvoir utiliser ici pour mettre là-dedans et puis utiliser les features. Ce qu'on fait. Dans le cas du speech, on a moins ce genre de bibliothèques de réseaux récurrents qui sont entraînés à extraire des bonnes features pour faire de la reconnaissance de la parole. C'est pour ça que là, ils ont entraîné le système de façon end-to-end. Ah, excuse-moi. Oh. Ok, ok. Ah, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le fond si ben, on entraîne notre système à reconnaître de l'anglais et puis qu'après on veut reconnaître du français, par exemple? Ben, une chose qu'on peut faire, c'est entraîner tout le système sur un corpus audio anglais qu'on a. Puis ensuite, on fixe cette partie ici, comme on a fait avant dans le cas du CNN. On garde ça fixe, on ne change pas les paramètres, puis on apprend juste la partie du haut avec le texte en français. Parce que et on partirait du principe que ce qui a été extrait là, les features qui ont été extraites là pour de l'audio, elles seraient assez bonnes pour être aussi des bonnes features pour le français. Non, pas nécessairement. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est l'inverse. Tu entraînes tout le réseau pour faire de la reconnaissance de la parole en anglais. Ensuite, tu gardes ça fixe, tu n'entraînes pas, et tu entraînes juste cette partie-là avec du français. Ça, c'est le genre de choses que tu peux faire. Ça se peut que ça marche pas très bien dans certains cas. Il y a des langues qui ont des intonations différentes. Il y a des langues qui utilisent des sons que d'autres langues n'ont pas. Donc, si par exemple, tu entraînes ici ton système complètement en anglais, puis après tu prends une langue qui a un nouveau son qui n'est pas en anglais, ben ça se peut que ce réseau ici, il n'est pas appris à détecter son, puis que tu risques de le manquer. Donc c'est pour ça que des fois ça pourrait être bien aussi mettons tu prends ce système qui est déjà entraîné, puis après tu entraînes cette partie-là, puis après tu entraînes le tout ensemble aussi. C'est le genre de choses que tu pourrais faire. Ah, oui. Pour la vision, c'est sûr, il y en a plein, même ceux de Google, etc. En général, ils sont disponibles. Pour la reconnaissance de la parole, je suis un peu moins sûr maintenant. Il y a des datasets. J'en ai vu un peu. J'en ai vu un peu moins. Il y en a quelques-uns, je pense, mais j'en ai moins vu. Non. Excellent. Voilà. Oui. Mhm. Ok, donc la question c'est est-ce qu'il y a des travaux qui étaient faits dans ces modèles génératifs ou en général la frame d'après, est-ce qu'il y a du travail qui a été fait par exemple en computer graphics pour générer des animations, des choses comme ça. Le truc c'est que ça devient vite un petit peu plus compliqué. J'ai un ami qui travaille un peu sur ce genre de choses dans le labo. Si tu as une vidéo et puis que tu veux générer la frame d'après dans la vidéo, ben, il peut se passer plein de choses dans la vidéo. Puis en général ce qui se passe c'est que vous avez un bonhomme qui est comme ça, après il commence à bouger comme ça, puis après il y a des pixels qui deviennent... on dirait qu'il se dissipe comme ça dans le vent parce que c'est difficile de garder les choses bien structurées. Donc c'est un problème qui est encore plus difficile, puis on a un peu de la peine encore à le traiter.